bienvenue dans le 56cast. Au programme cette semaine, on va parler des DRM et de notre idole à tous et à toutes, Cory Doctorow. Absolument. Parce que quand même, au-dessus de Cory Doctorow, c'est fou, il est trop fort. Bref, on pourrait pas en parler longtemps, mais on va aussi parler des lois antiterroristes et du responsable de tous les attentats du monde. Je parle bien sûr d'Internet, avec Benjamin Sontag, cofondateur de la Quadrature du Net. Bonjour. Bonjour, c'est cool que tu aies pu venir dans le 56cast. On va un peu parler de toutes ces lois d'urgence, de tout ce qui passe très très vite et depuis les événements de début janvier. Et puis on va parler aussi de Nicolas Sarkozy. Ouais, ça fait depuis le début du 56cast en fait qu'on avait envie de parler de Nicolas Sarkozy, on n'a jamais osé, mais là il faut qu'on fasse un petit coming out. Je sais pas si on va appeler ça coming out. Et de quoi on va pas parler? On va pas parler du service de stockage en ligne Box.com qui a fait son entrée en bourse avec une action à 14$, mais qui a terminé sa première journée à 23,23$, et du coup les gens ils étaient vachement contents, mais nous on en a rien à faire. Michel Gaillard sort de ce corps. La semaine dernière, un adolescent américain a été arrêté par la police pour menace contre les forces de l'ordre. Et quel est son crime? Il avait posté des émoticônes de policiers avec des pistolets pointés sur lui. Sur le policier. Sur le policier, voilà. Et pour ça, il a été arrêté. Bon, il faut aussi préciser que l'ado en question avait déjà été arrêté 12 fois, entre autres pour braquage à main armée. Ouais, donc il était un peu surveillé, quoi. C'est ça. Plus inquiétant, un agriculteur de l'Aveyron, toujours dans la catégorie surveillance, a été arrêté par la police pour avoir téléphoné à sa femme et lui dire que « Chérie, je pars vers la Syrie ». Ouais, enfin il allait chercher du bois, quoi, en fait. À la Syrie, du bois. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on Non, est... mais je reste sérieux, c'est bon. Non mais c'est un fake. Non, mais est-ce que ça voulait dire qu'on est tous sur écoute, peur, hein? que les opérateurs téléphoniques enregistrent les conversations et ont un déclencheur d'alerte automatique quand on prononce le mot Syrie? Non, merci pour le spoil. En fait, c'était un article parodique du site La Dèche du Midi. Et le quotidien belge Le Soir l'a confondu avec La Dépêche du Midi parce qu'ils avaient jamais entendu parler de... Et donc on a eu quand même cet article dans l'édition papier du Soir. Mais moi, la première fois qu'on me l'a raconté, c'était dans Le Soir et tout, et c'était... on m'a pas dit que c'était un fake, on m'a dit que c'était super sérieux. Et Ouais. j'ai eu peur quand même pendant 10 minutes. Ça fait peur quand même. Le 21 janvier était la journée annuelle du selfie au musée. Un concept inventé l'an dernier par la londonienne Mar Dixon et qui consiste à se faire tirer le portrait devant l'extérieur, l'intérieur du musée ou l'une de ses œuvres pour s'impliquer davantage dans la visite et garder un bon souvenir. Elle a incité les autres internautes à en faire autant et ça a été un vrai succès en plus pour la deuxième édition. Du coup, il y en a eu plein. Ouais. C'est un nombre précis, plein. Exactement, 27 000 et des bananes, elle avait compté. Avec mes petits doigts. Non, si, je te jure. L'américain Ilan Lee, c'est un concepteur de jeux de société. Il demandait 10 000$ sur Kickstarter pour fabriquer un jeu de cartes. Et en 7 heures, il a eu 1 million $. En 7 jours, il a eu 4 millions $. Là, on en est à 4 à peu près. Et il reste 26 jours, donc je pense qu'on va atterrir à 50 millions $. Bon, il faut préciser que le jeu de cartes est dessiné par Matthew Inman, qui est le célèbre dessinateur de The Hotmail, le blog BD. Et que le but du jeu, ça s'appelle Exploding Kittens, donc les chatons qui explosent, et le but du jeu, c'est d'empêcher des chatons d'exploser. Donc forcément, ça a un peu plu, quoi. C'est un peu le truc qui est fait pour Kickstarter. Et en plus, il faut savoir que The Hotmail a une capacité absolument incroyable à faire payer ses lecteurs. Et le mec qui dit je fais une levée de fonds pour la sauvegarde des ours et la lutte contre le cancer, il a 3 millions en une heure. C'est ça, ou j'aimerais bien faire le nouveau musée Tesla, et racheter le terrain et construire un musée pareil, il a 2 millions $. Enfin, il sait organiser ce genre de choses, toujours très très impressionnant. Et la traditionnelle non-news dont on a lu que le titre et on n'a rien compris et surtout on n'a pas envie de comprendre, c'est pourquoi certaines équipes sont-elles plus intelligentes que d'autres. Il y a des titres comme ça, c'est... Voilà. On passe à l'actu. Et c'est toujours un plaisir de parler de Cory Doctorow. Cory Doctorow, c'est un astronaute, c'est un mec qui monte dans les fusées et qui va dans l'espace. Non, si, c'est vrai, parce que quand j'ai vu la news, il y avait une fusée, c'est pour ça que j'ai cliqué dessus. Et en fait, c'est parce que ce monsieur va intégrer une mission qui s'appelle la mission 1201 au sein de l'EFF. Alors l'EFF, c'est l'Electronic Frontier Foundation, c'est une grosse association qui milite pour les libertés sur le net et contre les méchants dans le numérique en général, c'est des gens bien. Aux États-Unis. Et Cory Doctorow, pour rappel. On va l'écrire. Je le fais bien, hein. Ouais, je pense que tu vas alimenter. Journaliste, monsieur. Tu vas alimenter la page Wikipédia de l'EFF. Cory Doctorow, donc c'est de métier un journaliste et un auteur de science-fiction. C'est un grand défenseur du partage en ligne. Il a cofondé l'excellent blog Boing Boing, par exemple. Ouais, c'est vrai.
Et il réfléchit beaucoup aux nouvelles technologies et il pense, son avis en général, ça tourne autour de, il faudrait pas que ce soit les nouvelles technologies qui décident, il faudrait que ce soit les humains qui décident et que les technologies restent au service des humains. En l'occurrence, les DRM, c'est de la merde. Parce que les DRM, c'est donc des systèmes de protection technique des œuvres, ou des appareils d'ailleurs. C'est le truc qui t'empêche de lire un CD sur ta voiture, c'est le truc qui t'empêche de copier un livre numérique sur un appareil d'une autre marque que là où tu l'as acheté, c'est le truc qui bride ton téléphone, qui bride ta machine à café, et j'ai même lu la semaine dernière qu'il existe des litières à chat automatiques avec un système de chasse d'eau dans lequel tu peux pas utiliser un autre liquide nettoyant que celui qu'ils ont fourni. Il y a un DRM à l'intérieur de la litière automatique. C'est la folie furieuse. Il est temps que Cory Doctorow s'attaque à ce problème. Et donc le FF a lancé la mission Apollo 1201. Alors pourquoi Apollo ? Parce que Apollo était un plan, comment on dit ? Apollo était une mission qui était considérée comme impossible, c'est-à-dire aller sur la Lune. Beaucoup de gens pensaient que c'était impossible de se débarrasser des DRM, mais on a besoin de le faire comme on avait besoin d'aller sur la Lune. Moi, je suis pas sûre que c'est exactement pareil, mais donc Apollo. Et pourquoi 1201 ? Parce que c'est un paragraphe du Digital Millennium Copyright Act, le DMCA, qui est un texte de loi sur les droits d'auteur et cet article concerne les DRM. Bref, la mission de Doctorow, ça sera d'éradiquer les DRM de la planète, carrément, à échéance d'une vie. Ils disent in a lifetime, donc le temps que tous les gens qui y participent soient morts, il faut que ça soit fait, quoi, en gros. C'est grosse mission. C'est pas une histoire, donc en fait, cool. S'il meurt prématurément, ça arrivera pas plus vite ou... Ah, il faut peut-être qu'il fasse des petites clauses en cas d'accident. C'est écrit en petit en bas du contrat. Mais voilà, donc le but c'est de faire du lobbying, de faire des nouvelles propositions de systèmes alternatifs au DRM qui soient plus respectueux des utilisateurs. C'est de convaincre les gens que c'est pas bien, que c'est pas la bonne direction dans laquelle il faut aller au niveau de l'évolution de la technologie. Et comme l'explique Doctorow, tant qu'on n'est pas sûr que nos ordinateurs font ce qu'on leur demande et sont dépourvus de programmes sournois conçus pour obéir à distance à une entreprise, on ne pourra jamais leur faire confiance. C'est le gros problème des DRM, c'est de réussir à s'assurer que c'est les propriétaires d'un matériel informatique qui ont le contrôle sur l'ordinateur et pas le fournisseur genre Apple, genre Google, genre Amazon qui fait ça aussi pour les Amazon qui effaçait les livres à distance sur le Kindle des gens quand ils se rendent compte qu'il y a un la première fois qu'ils ont fait ça, c'était avec 1984 de George Orwell parce qu'ils n'avaient pas les droits sur le livre. Et là, c'est vraiment... Le symbole a été énorme à ce moment-là. Et il faut bien comprendre que à une époque, on a pensé que les DRM étaient mourants, notamment quand iTunes a commencé à se séparer des DRM pour leur vente de MP3 à l'unité, quand Kindle a commencé à proposer des choses sans DRM, des trucs comme ça. Mais en fait, avec toutes les technologies, que ce soit de streaming, que ce soit la vidéo en ligne et ce genre de choses, ou même le jeu vidéo avec des systèmes comme Steam, les DRM ont vraiment sont dans une nouvelle vie. Enfin, et ils sont partout en ce moment. Ils pètent la forme. Alors, ils pètent la forme, ils sont partout. Alors, on pourrait croire que effectivement, vu que iTunes a supprimé les DRM de ces MP3, bah c'est mort. Non, ils sont très très bien vivants et on a de moins en moins de contrôle quand on a un appareil électronique. On a de moins en moins de contrôle sur le contenu qui est à l'intérieur et c'est contre ça que va se battre Cory Doctorow. Exactement. Voilà. Bah, récemment, il y avait VLC qui avait demandé à l'Adopi de se prononcer sur un problème qu'ils avaient. C'est que pour lire les Blu-ray, ils ont besoin d'acheter une licence et une licence Blu-ray quoi en fait. Et c'est-à-dire que on peut pas disposer d'un Blu-ray comme on veut, il faut l'autorisation de lire le Blu-ray. Tu peux pas juste créer un logiciel qui lit un Blu-ray. Voilà, et Cory Doctorow, comme beaucoup d'autres, pense que ça devrait être quelque chose de... Le gros problème avec VLC, c'est surtout qu'ils auraient dû mettre une partie propriétaire dans leur logiciel pour pouvoir distribuer VLC et un VLC capable de lire les Blu-ray. Ouais, il ne peut pas y avoir de DRM libre. Alors que c'est un logiciel libre. Ça n'existe pas. Voilà. Il faut bien voir que ça a même poussé Firefox, ça a été un scandale à l'époque, on en avait parlé, enfin ça a fait scandale à l'époque. Ils ont poussé Firefox à insérer dans leur code une boîte... Alors, à peu près étanche, nous a expliqué Mozilla, pour décoder le streaming vidéo, parce qu'il disait les services de VOD, parce qu'il disait si nos utilisateurs n'ont pas la capacité dans Firefox de lire les systèmes de VOD, ils vont pas utiliser Firefox, ils vont aller vers Chrome, ils vont aller vers non pas Internet Explorer, faut pas déconner, mais du coup Firefox a été obligé d'insérer un système propriétaire de lecture de DRM. On en est là et c'est pour ça. Pour mettre
la vérité précise. Ils n'ont pas mis un système propriétaire, ils ont mis la possibilité d'avoir des greffons qui mettent en place des systèmes de DRM. Donc par défaut, Firefox reste un logiciel libre et heureusement, sinon ça aurait pas été un petit scandale, ça aurait été énorme. Oui, et ils ont mis un truc pour que ce soit à peu près étanche et que ça ne contamine pas. Ils ont donné la possibilité d'avoir des systèmes de DRM dans Firefox, ce qui est en soi déjà un problème. Voilà. Bon, Cory, au boulot. La virgule what the fuck. Oui. No, no. Mama, please, please. No, no, no. Il panique parce que les mots sortent de la télé. Oh no. Leaving? No. 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 Voilà. On met pas souvent des photos des vidéos de bébés dans le 56cast. Je vous promets que c'est la dernière fois avant à moi. C'est pour ça que je l'ai mis. C'est pas sympa. C'est une vidéo de Michelle Williams et le petit s'appelle Jackson. Donc c'est le moment, sujet un peu plus sérieux quand même. On va parler de l'instrumentalisation sécuritaire après l'attentat contre Charlie Hebdo. Et on a le plaisir, l'honneur, que dis-je, de recevoir Benjamin Sontag, cofondateur de la Quadrature du Net. Bonjour. Rebonjour Benjamin. Vous avez quand même du boulot en ce moment à la Quadrature. Ouais, à qui le dites-vous vous êtes tous au courant des événements de Charlie Hebdo. Il y avait déjà de prévu un projet de loi sur la réforme des services secrets français. Forcément, Charlie Hebdo a amené une éventuelle loi sur la réforme de tout ce qui est lutte antiterrorisme, sachant qu'on vient de sortir d'une loi de lutte contre le terrorisme. On avait reçu Adrienne, qui était venue nous parler de présumés terroristes. En gros, l'idée, c'est qu'ils commencent à sortir un certain nombre de morceaux de la liberté d'expression française, du droit de la presse, pour permettre de punir plus durement des dépassements de la liberté d'expression en France. Et là, avec Charlie Hebdo, on a vu en application la loi antiterrorisme récemment votée, avec les délires judiciaires d'adolescents qui, sous prétexte qu'ils ont dit « Ah, moi je suis pas Charlie », se retrouvent devant un tribunal. Il y a eu des cas quand même assez horribles et assez délirants d'abus de justice dans ce domaine-là. Et ce qu'on voit, c'est qu'ils veulent, aujourd'hui, le gouvernement prétend ne pas faire de loi d'exception, mais faire des lois exceptionnelles. Excusez-moi la litote, mais c'est un peu n'importe quoi. Et ils vont encore nous poser plus de contrôle de l'Internet et essayer de censurer à nouveau de plus en plus les réseaux sociaux et Internet. Tout simplement parce que c'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas et qu'ils ne comprennent pas. En fait, dès le lendemain, donc, ils se sont excités en disant tout de suite qu'on allait mettre en application la loi adoptée en novembre, qui permet quoi? Il y a notamment le blocage des sites sans intervention du juge, c'est ça? Le blocage administratif des sites. Donc l'idée, c'est que on censure, mais pour votre bien. Et donc forcément, comme on censure des sites dits djihadistes, il y a déjà ça avec la LOPSI, d'ailleurs, on avait déjà la possibilité, enfin l'administration avait déjà la possibilité de censurer des sites faisant appel de pédopornographie. Donc tout ça, c'est des choses tout à fait justifiées de pouvoir censurer des sites pédopornographiques. À l'époque, on l'avait déjà dit, ça n'existe pas des sites pédopornographiques. Il y a des mecs qui passent par des tunnels, par des trucs protégés, et c'est pas des sites web. Donc c'est pas censurable en l'état comme ça. Pour les sites djihadistes, c'est pareil. Les quelques sites qu'il y a, ça empêche les enquêteurs de faire leur boulot s'ils sont censurés en France, parce qu'ils peuvent pas aller voir qui y va régulièrement, etc. Donc même les gens qui font les enquêtes nous disent c'est pas une bonne idée de faire de la censure administrative, et notamment parce que les seuls on tombe pas par hasard sur ce genre de site, ça empêche aussi les journalistes de faire leur boulot. En fait, personne ne trouve que c'est une bonne idée. Non, c'est juste à part les députés qui sont unanimes là-dessus, droite comme gauche. D'ailleurs, on en vient presque à regretter l'époque où c'était la droite qui était au pouvoir, parce qu'on pouvait au moins essayer de taper sur les députés de gauche pour leur dire venez nous aider à aller la contre, même si ça marchait pas bien. Parce que la censure, ça a le vent en poupe. Et donc là, le problème, c'est que la censure de ce type va être secrète, parce que forcément, on va pas publier au journal officiel la liste des sites censurés, si vous voyez ce que je veux dire. Donc le problème, c'est que dans tous les pays où on a vu de la censure de ce type appliquée, on a eu notamment le cas australien qui était vraiment patent, rapidement, on se rend compte que sont censurés aussi des sites d'information sur les nouvelles technologies, des sites de presse un petit peu alternatifs, qui peuvent être borderline, mais pareil, ça reste de la presse. Donc des sites tout à fait légitimes ou tout à fait légaux, et que ça pose forcément des problèmes de démocratie et de liberté d'expression in fine.
Mais au-delà de ces problématiques de surblocage qui de toute façon vont arriver, ça, on le sait en plus, c'est prévu. Mais ce qui est quand même fou, c'est qu'on a eu un discours, même au-delà des applications, l'application en urgence des lois déjà votées à la fin d'année, on a eu un discours complètement hallucinant sur Internet. Où on est en 2015, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans qu'il y a le haut débit en France, voilà, que il y a la moitié de la population française qui a grandi avec Internet haut débit, et on a des gens qui sont en train de pointer du doigt comme ça, comme étant en plus déjà comme étant quelque chose d'identifiable. C'est Internet. Aujourd'hui, Internet est tellement partout qu'on a du mal à pointer quelque chose du doigt. Et ce discours est complètement fou. Il est fou, et c'est vraiment le symbole de la peur d'une génération, à savoir celle des députés, sénateurs et ministres, qui n'ont pas grandi avec Internet pour le coup, qui l'ont découvert et qui leur est rentré dedans un peu il y a une vingtaine d'années de manière assez rapide, et qui surtout a pris la place, a donné de la place en termes de liberté d'expression aux citoyens. Et donc avant, les seuls qui avaient la liberté d'expression, c'était les journalistes, c'était les chroniqueurs, c'était les élus. C'est Laurent Chemla qui avait fait une tribune comme ça pour dire la liberté d'expression est arrivée avec Internet. Exactement, finalement. elle est enfin applicable en fait. Et donc ça leur a fait peur. On se rend compte de ce que disent les gens. Oui. On les voit, on les entend. Et on peut contrôler ce qu'ils disent, on peut en discuter sur ce qu'ils disent et discuter entre citoyens. Et ça leur a fait peur. Et le problème, c'est que la peur, ça invite au contrôle. Et non, là-dessus, ils ont vraiment... il y a une phrase qui m'avait vraiment choqué. Ils ont dit, ah oui, il y a 90% des terroristes qui se sont formés avec Internet. Non, juste, il y a 90% des jeunes de ma génération, quand je dis jeunes, c'est entre 20 et 40 ans, qui utilisent Internet quotidiennement. On peut dire 42. Entre 20 et 45 ans qui utilisent Internet quotidiennement. Et donc, ça n'a rien d'exceptionnel. C'est comme si on disait 100% des terroristes se sont formés en buvant de l'eau tous les jours. Juste, oui, c'est normal, tout le monde boit de l'eau tous les jours. Et 90% de notre classe d'âge est sur Internet tout le temps et s'en sert comme média majeur et principal. Et on échange et on vit avec Internet parce que ça nous permet d'échanger et de vivre et de partager. Et voilà. Surtout dans le cas présent, si on regarde l'actualité dramatique de ces dernières semaines, les frères Kouachi, on connaît leur parcours, voilà, enfin ici ils se sont sans doute connectés à Internet. Oui. Je pense qu'ils devaient avoir une adresse mail et ils devaient peut-être avoir un compte Facebook ou ce genre de choses. Mais oui, en l'occurrence, on a vu qu'ils se sont radicalisés en prison. Voilà. Il y avait des tweets très ironiques qui disaient ça. C'est ils se sont radicalisés en prison, donc attaquons Internet. Vite contre Internet, voilà. Et c'est pareil ici. Il faut savoir une chose, c'est que on l'a découvert notamment avec les révélations d'Edward Snowden. On le savait avant. On nous prenait pour des parano avant. Maintenant, on nous regarde avec un peu plus de sérieux. Internet permet beaucoup plus le contrôle de qui fait quoi. C'est-à-dire que si on a des personnes en cible, les frères Kouachi typiquement ou d'autres, on peut les suivre sur Internet, on peut suivre ce qu'ils mettent sur leur mur Facebook, s'ils ont des comptes Twitter, s'ils ont des comptes de réseaux sociaux. C'est beaucoup plus facile de les suivre et donc de savoir ce qu'ils font. Internet permet ça de manière beaucoup plus automatique. C'est un outil pour les enquêteurs. Tous les enquêteurs nous le disent. C'est juste à l'arrivée d'Internet, mais juste ça triple leur taux d'élucidation. Donc arrêtez de taper dessus, ça permet de faire d'un meilleur résultat de la police et de la justice. Et donc, alors, un deuxième angle d'attaque de Manuel Valls, et je ne sais plus si Cazeneuve en a parlé dans son discours aussi, enfin du gouvernement, c'est de mettre la pression sur les hébergeurs. Oui. Donc, ils veulent notamment les inciter à retirer les contenus litigieux, apologie du terrorisme et tout, avant l'intervention de l'Office central de lutte contre la criminalité. Donc juste, on leur demande, il faudrait qu'ils le fassent tout de suite. La censure préventive. Ouais. Vous vous souvenez de, c'est quoi? C'est Minority Report? On fait les pré-crimes, là, c'est la pré-censure. L'idée, c'est que normalement en France, moi, professionnellement, je suis hébergeur, donc je connais bien ce domaine-là. Normalement en France, un hébergeur n'est pas forcément au courant de tout ce qu'il héberge, et donc il est censé retirer promptement un contenu qu'on lui signale comme étant manifestement illicite. LCEN. La loi de confiance la loi pour la confiance dans l'économie numérique, qui est là de fin 2004-2005. Sauf que là, ce qu'ils demandent, aux hébergeurs, c'est de censurer soit préventivement, si eux ils voient passer les contenus, typiquement les YouTube et Facebook et compagnie, soit de le censurer dès qu'on leur signale, mais des contenus qui ne seront pas forcément manifestement illicites. Dès que c'est touchy, on l'enlève au cas où. Le problème, c'est que dès que c'est touchy, on va l'enlever, et donc c'est une censure qui pose beaucoup plus de problèmes, typiquement parce que, notamment dans le milieu de la presse, les journalistes, souvent vous parlez un peu de choses qui sont pas forcément tout à fait légales. On va chercher des sources
qui vont fuiter des documents, on va signaler des faits qui sont parfois un petit peu limites. Et le problème, c'est que ça va tout de suite vous toucher. Du piratage. C'est ça, voilà. Donc ça pose un vrai problème de censure préventive. Et quand on voit l'importance des plateformes comme YouTube, comme Dailymotion, comme Facebook, comme Twitter, ces plateformes centralisées, aujourd'hui, posent de vrais problèmes. Donc à la Quadrature, on invite notamment à essayer de décentraliser un petit peu ça en utilisant vos propres outils, en ayant vos propres blogs, vos propres plateformes de vidéos. Mais on peut comprendre aussi que l'utilisation de ces plateformes centrales permettent d'avoir un plus grand public. Et donc, ça leur donne à ces YouTube et à ces Facebook une vraie responsabilité en termes de défense de la liberté d'expression. Ouais. Et il y a notamment quelque chose qu'on essaie de défendre à la Quadrature, ce serait qu'il y ait un projet de loi qui défendrait, qui attaquerait pénalement les atteintes à la liberté d'expression. Il faut savoir qu'on a la liberté d'expression dans les droits de l'homme fondamentaux qu'on a dans notre droit, mais ça n'est pas applicable dans le code pénal. C'est-à-dire que si aujourd'hui quelqu'un porte atteinte à votre liberté d'expression, vous ne pouvez pas l'emmener au tribunal pour ça. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de peine associée. Et donc on veut proposer un texte de loi tout simple, de 5 lignes, qui dit voilà, les atteintes à la liberté d'expression définies à tel endroit de l'article sont punies de tant d'euros et tant de prison. Ce qui permettrait de se retourner contre un hébergeur qui a censuré abusivement. Voilà. Ce qui obligerait à un équilibre un petit peu plus correct. Alors, on a demandé aux hébergeurs aussi de faire un dispositif de signalement utilisable par les internautes. J'ai pas bien compris ce que c'était. Mais surtout, ça existe déjà. Enfin, ça existe déjà. Il y a la plateforme Pharos qui permet ça. Et les hébergeurs doivent déjà, voilà, tout à fait. Et les hébergeurs doivent déjà pouvoir être prévenus. C'est une obligation aussi de la LCEN. Donc en fait, les élus nous ressortent des idées de choses qui soit existent déjà, soit seraient extrêmement préjudiciables à la liberté d'expression. Donc globalement, en fait, nous on attend des citoyens qu'ils arrêtent de se laisser abattre au moindre événement et qui disent voilà, la terreur ne gagnera pas, on n'est pas terrorisé par ces événements, on ne veut pas des lois d'exception post-Charlie. La manif de millions de Français dans la rue, c'était pour défendre la liberté d'expression, c'était pas pour défendre des mesures d'exception et des mesures de liberticide. Et ce qui est fou, si on prend un peu de recul, c'est que 2013-2014, c'était le post-Snowden, avec toutes les révélations sur la surveillance généralisée, sur les révélations sur la NSA et tout ça, qui ont choqué, qui ont traumatisé quand même beaucoup de gens sur Internet, parce qu'on se rend compte de la perméabilité, de la porosité de systèmes qu'on pensait un peu étanches. Et en fait, on a l'impression, il y a quelqu'un qui la stratégie du choc, qui est un livre qui a été écrit sur le sujet, qu'on se sert finalement de ce drame pour peut-être que dans quelques années, ce qu'a révélé Snowden, le public dira bah oui, mais c'est comme ça. On nous le dit souvent, et c'est quelque chose qu'on voit notamment quand on fait des plateaux en radio ou en télé. Il y a beaucoup moi j'ai constaté ça beaucoup avec les milieux de la presse, de journalistes qui nous disent oui, mais vous savez, on sait que tout ce qu'on dit est écouté, etc. Mais le problème c'est que non, c'est pas normal. C'est pas normal et c'est pas censé être le cas. Ça a peut-être toujours été le cas. J'en sais rien, mais non, ça n'est pas normal. C'est pas parce qu'on est dans un état de fait qu'il faut le prendre comme acquis. Et d'ailleurs, il y a une grosse bataille qui est en train de commencer. On en reparlera probablement, j'imagine, dans les mois à venir, que nous on appelle la deuxième bataille de la crypto, qui est le fait de pouvoir chiffrer et crypter ces disques durs, ces données, ces échanges, notamment ces SMS, notamment ces emails, etc. Et c'est que sa communication, son chat, il y a notamment Cameron en Grande-Bretagne qui a invité à ce qu'il n'y ait plus de cryptage possible. Ça soit interdit de voilà, que ce soit interdit ou que les fournisseurs doivent avoir des backdoors ou des portes dérobées pour pouvoir permettre de décrypter les conversations de déchiffrer les conversations quand on est les forces de l'ordre. Le problème, c'est que c'est une backdoor, c'est ce qu'utilisent aussi les pirates pour aller pirater les systèmes. Donc c'est une mauvaise idée et c'est le seul avantage d'avoir ce genre de système pour rentrer dans les systèmes crypto, c'est de faire de la surveillance de masse. Si on fait de la surveillance ciblée, on peut toujours aller chercher le portable des frères Kouachi et aller leur mettre un logiciel espion dedans. Mais là, pour le coup, c'est de la surveillance ciblée. Ça pose beaucoup moins de problèmes. La surveillance de masse reste un vrai problème. Et rapidement, pour finir, tu nous avais dit qu'il y avait un point positif dans tout ce qui est en train de se préparer. Il y a un micro-point positif. Il y a M. Urvoas, qui est député et qui est un des membres de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité. En gros, c'est les 3 personnes et demie qui contrôlent les services secrets français. Parce qu'il faut voir, ils sont 3 et demi. Enfin, ils sont les systèmes de renseignement. Qui contrôlent le renseignement. Et donc, M. Urvoas, contre qui on était vent debout dans la loi antiterrorisme, parce qu'il proposait notamment la censure administrative, parce que c'était tous ces projets de loi complètement liberticides, aujourd'hui propose, j'ai lu ça récemment d'ailleurs dans l'IB, propose qu'il y ait une refonte des services de contrôle des services,
et qui dispose de vrais moyens de contrôle et d'un budget autrement plus conséquent pour pouvoir contrôler les services et les écoutes et les écoutes administratives. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. On aimerait qu'elle ait lieu dans le projet de loi du renseignement qui est à venir. Et donc ça aussi, on en reparlera. Et c'est à peu près la seule bonne nouvelle qu'on a annoncée éventuellement aujourd'hui. On va s'y accrocher alors. Hein, elle est petite, mais on va s'y accrocher. C'est important quand même. Merci Benjamin. Merci d'être venu passer. Et puis de toute façon, on aura l'occasion d'en reparler, je pense. Les sujets ne sont pas morts. On passe au potager du web. Alors le 11 janvier, non c'est génial parce que du coup on reste exactement dans le même sujet, on est après les attentats, le dimanche 11 janvier il y avait donc une grande marche républicaine à Paris où tout le monde a dit je suis Charlie, de mémoire, dont beaucoup de chefs d'État qui se sont invités et qui ont formé l'avant du cortège. Alors on avait côte à côte François Hollande, Angela Merkel pour l'Allemagne, Netanyahou pour Israël, Boubacar Keïta pour le Mali, Matteo Renzi pour l'Italie, tous ces gens-là comme ça en petite brochette. Ensuite derrière il y avait les autres politiques très importants mais qui n'étaient pas chefs d'État, du genre notre Premier ministre Manuel Valls, la maire de Paris Anne Hidalgo, un ex-président Nicolas Sarkozy et d'autres personnes. Et il y en a un qui apparemment n'était pas satisfait de sa place, qui était au 3e rang, c'est Nicolas Sarkozy. Une place protocolaire, c'est-à-dire qu'il y avait les chefs d'État devant. Voilà, et c'est une question de hiérarchie. Voilà, oui. Il n'est pas président, donc il n'est pas avec les présidents. Ça paraît un petit peu logique, mais dans sa tête, ce n'était pas satisfaisant. Et donc il s'est passé un truc assez marrant, c'est qu'on l'a vu parce qu'il y a eu des dizaines de photos prises à la seconde, ça a été filmé par 50 caméras en même temps et tout, donc c'était vraiment pas discret. D'abord, il commence par se mettre manifestement sur la pointe des pieds parce qu'on sait qu'il n'est pas à la même hauteur que les autres, donc il a des petites têtes de marmotte comme ça qui dépassent sur les photos pour montrer qu'il essaye de se mettre entre deux têtes pour qu'on le voit bien sur la photo. Ensuite, deuxième étape, on le voit jouer des coudes, donc il est carrément comme ça sur les gens du 2e rang pour nager dans la foule, quoi. Et ensuite, on le voit, il est au 1er rang, il est entre qui et qui, je sais plus, il est entre Netanyahou et Boubacar Keïta, il est pile au milieu, au 1er rang, il a réussi à se faufiler, quoi. Donc c'est bien résumé par cette vidéo. Là c'est l'étape de la marmotte. Là c'est l'étape, excusez-moi, je vais passer devant s'il vous plaît. Et voilà! Je suis content. C'est quand même un des passages les plus pathétiques de la diplomatie française depuis quand même des lustres. Et c'était pas discret. Et donc dès le dimanche soir, en fait, il y a un nouveau mème français qui a commencé à naître sur les internets. Et ça fait longtemps qu'on n'en avait pas eu un bien de chez nous. Et il faut dire qu'on avait besoin de rigoler un petit peu ce jour-là. Donc le principe, c'est Nicolas Sarkozy aimerait bien être sur toutes les photos historiques au 1er rang. Et le nom du mème, c'est Je suis Nico, parce que c'était la journée Je suis Charlie, mais lui, il est Nico, il est pas Charlie, hein, faut pas déconner quand même. Like living in a bus to go to free city over rust and cuckoo and I like it. Ils sont bien faits en plus. Non, mais en plus ils sont bien faits, il y a le respect des... Non, c'est... Celle-là, elle est très bien. Voilà, donc la conférence de Yalta, le procès de Nuremberg, le discours de Martin Luther King, à la fin, Nicolas Sarkozy était partout. Il y avait un autre mème comme ça, avec quelqu'un qu'on mettait dans les photos historiques, mais j'arrive pas à me souvenir de qui c'était. Marmotte ? Non, c'est pas ça. Non, rien. Je sais plus, on va retrouver. Oui. En tout cas, il y a eu des mash-up avec d'autres mèmes. Vous vous souvenez du face swapping, qui consiste à, il y a une foule avec un visage qui est un peu bizarre, quelqu'un qui fait une grimace, et du coup on prend le visage bizarre et on le fout sur toutes les têtes de la foule. Donc là, ils ont fait pareil, ça marche assez bien. Voilà, et donc toutes les photos sont sur ce super Tumblr qui s'appelle Je suis Nico avec des tirets.tumblr.com et il y a une compilation vidéo sur YouTube dont on a vu des extraits sous le nom de Je suis Nico, la compilation, ça vaut le coup d'être vu en entier. Dernier extrait. C'est affreux ça. Très très bien. Bravo à tous les gens qui sont derrière Je suis Nico, le Tumblr, c'est exceptionnel.
Si on avait eu le temps, mais on n'a pas le temps, mais si on avait eu le temps, on vous aurait parlé de la petite nouvelle qui concerne 4chan, le trou du cul du web, hein, c'est bien connu. C'est le départ de Moot, Christopher Poole, qui quitte le navire, qui a annoncé... Le grand chef, 15 ans au compteur, non, à peu près 15 ans au compteur et 15 ans à la création, parce qu'il était très jeune quand il a lancé ce truc. Il doit en avoir 19 maintenant. Voilà, c'est ça, au bout de 15 ans, il doit avoir 19 ans. Voilà, il a annoncé qu'il quittait, qu'il partait. Voilà, il n'a pas revendu 4chan. Il laisse la boutique à une poignée d'administrateurs bénévoles. D'ailleurs, il s'est jamais vraiment fait de pognon avec 4chan. Les publicités lui servaient juste à pouvoir maintenir les serveurs. Alors 4chan, il y a plein de choses. Il y a des choses absolument géniales qui sont les mêmes, qui sont toute cette culture un peu underground d'internet. Il y a eu des choses moins reluisantes aussi qui se sont passées. Il y a un sacré paquet de cons sur 4chan. Un sacré paquet de connards quand même sur ce site-là. Mais voilà, ça reste quand même un site qui a été très très important dans l'élaboration, dans la construction d'une culture propre au web. La culture underground comme ça. Et d'ailleurs qui a été rattrapée parce que tous les BuzzFeed aujourd'hui qui se font des montagnes de pognon en remixant eux-mêmes, en essayant de refaire eux-mêmes des mèmes et tout ça. Mais c'est des enfants, c'est aussi des enfants de 4chan. Et voilà, donc voilà, il s'en va sans rien. Enfin voilà. Et donc en 11 ans et demi, ils ont fait quand même 42 milliards de pages vues. Et 1,2 million de visiteurs quotidiens, ce qui est pas mal. Tout ça avec un seul administrateur appelé Christopher Poole et Moot. Et en tout cas, on aura, je pense on réentendra parler de lui, de toute façon. Et on va finir avec... Des poils. Des poils. C'est un chat qui s'appelle Max Arthur, apparemment. Franchement, c'est pas un nom. Il a 13 ans et il est habillé comme princesse Jasmine. C'est une vidéo de Texas Girly 1970. Je peux partir avant qu'on la lance? Non, tu restes là. Elle est sur quoi? Sur un aspirateur? Robot. Sur un tapis, sur un aspirateur robot. Mais arrête, moi je croyais que c'était un tapis volant. Ah, mais je t'avais dit, il fallait que je parte. Non mais je t'avais dit, hein, je t'avais dit. Tu sais quoi, je m'étais jamais posé la question de comment ça marchait vraiment. La magie me suffisait. Si, ça c'est un aspirateur. Pardon. C'est beau. La classe. Ouais, nous on se retrouve la semaine prochaine sur No Life et sur Libération.fr. Salut Benjamin. Salut. Ciao. Salut Camille.